suis au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et plus précisément, je suis dans la section psychologie en éducation. Et puis, je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'études sur la persévérance scolaire et les influences sociales. Donc, j'étudie beaucoup la réussite éducative, réussite scolaire, beaucoup chez les adolescents, les jeunes adultes. Et donc, quand j'ai préparé la présentation, on m'a fait remarquer, mes étudiants m'ont fait remarquer que je parlais beaucoup du milieu scolaire. C'est mon biais, c'est ça que j'étudie toujours. Mais je me suis forcée pour essayer de trouver des exemples au-delà du milieu scolaire. Puis je compte aussi sur vous, là, dans vos questions ou dans vos commentaires à la fin, pour apporter vos exemples de d'autres milieux de pratique également. Oh, Madame Véronneau, je vous coupe. J'ai oublié de dire, vous pouvez écrire vos questions tout au long de la présentation. Je vais noter vos questions et à la fin, on va avoir un 20 minutes où les conférenciers vont répondre à vos questions. Parfait. Alors, c'est le bon moment pour me couper parce que là, maintenant, on va commencer. Voici le plan de ma présentation aujourd'hui. Alors, en fait, quand les organisatrices m'ont approché, elles m'ont dit que les personnes, les adultes qui sont significatifs dans la vie des jeunes au quotidien ont des questions qu'ils se posent en lien avec le sens. Donc, quand un jeune semble avoir perdu de vue le sens dans sa vie, comment on peut faire pour l'aider à retrouver du sens? Ou comment on peut diriger les jeunes ou les encadrer ou juste les soutenir vers des projets qui collent bien à leurs valeurs? Puis plein d'autres questions que sûrement vous avez, mais qui tournent autour de ces thèmes-là. Alors, c'est ça que j'avais en tête au départ quand j'ai commencé à me préparer pour la présentation. Et puis, donc, on va commencer par certaines théories, 2 théories dont je veux vous parler parce que je trouve que c'est vraiment des bons points d'ancrage. Dans ma recherche et aussi dans mon quotidien, je me réfère souvent à ces théories-là, des fois de façon explicite, des fois c'est plus implicite, mais ça nous aide à vraiment rattacher les choses dans un tout cohérent. Ensuite, je vais vous parler de certaines études de recherche qui ont été faites, qui s'inspirent de ce genre d'approche théorique-là, puis qui aident à les valider et à dire, ben mon Dieu, ces théories-là, c'est vrai, quand on regarde des données de recherche, ça a l'air d'être effectivement des théories qui tiennent la route, puis qui fonctionnent bien, puis qui expliquent comment les jeunes peuvent trouver du sens dans leur vie. Et puis après ça, pour boucler la boucle, on va regarder comment les théories puis les résultats de recherche peuvent orienter nos pratiques, vos pratiques avec les jeunes dans leur recherche de sens. Et puis, on va essayer, en fait, de trouver des stratégies pour répondre aux questions que je mentionnais tout à l'heure. Donc, commençons avec la première partie sur les théories. Une théorie que j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup depuis longtemps là, dans mes recherches, je pense que Jean aussi, sûrement, c'est la théorie de l'autodétermination, qui est assez complexe, mais je vais la simplifier puis ça va être suffisant pour suivre le reste de la présentation. Alors, cette théorie-là nous dit que tous les êtres humains, les jeunes enfants, les adolescents, les adultes et même les personnes âgées, ont 3 besoins psychologiques de base qu'ils ont besoin de satisfaire dans leurs différents milieux au quotidien pour maintenir une bonne santé mentale, un bien-être psychologique, puis aussi pour avoir un bon niveau de motivation, puis une motivation saine dans ce qu'ils font. Donc, ne pas être nécessairement motivés parce qu'ils veulent éviter des conséquences négatives. Donc, on essaye d'éviter de faire en sorte que les jeunes fassent leurs devoirs puis étudient à l'école seulement pour éviter d'avoir des échecs puis d'avoir une retenue. On veut qu'il y ait au moins la conscience que certaines notions qui sont plus ou moins intéressantes vont les aider plus tard peut-être dans leur travail ou à faire un parcours scolaire vers une carrière qui les intéresse. Donc, quand on satisfait ces besoins-là, ça aide à avoir un type de motivation qui est plus saine. Alors, je vais les expliquer chacun à leur tour. Premier besoin, le besoin d'autonomie, c'est le besoin d'avoir du contrôle sur sa vie. Le besoin de savoir qu'on peut prendre certaines décisions. On sait tous qu'on n'a pas le contrôle à 100%. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de faire, mais essayer d'avoir un certain contrôle, de faire certains choix.
Donc, les jeunes dans le milieu scolaire, quand ils peuvent choisir quelques-uns de leurs cours, tout en suivant un certain cursus de base, mais ça peut quand même satisfaire jusqu'à un certain point leurs besoins d'autonomie dans la direction de leur scolarité. Ensuite, le besoin de connexion sociale, ça, c'est le besoin d'appartenir à une communauté. Par exemple, de se sentir connecté avec sa famille, avec ses parents, ses frères et sœurs. Il y a des jeunes qui ne trouvent pas ce genre de connexion-là dans la famille, qui peuvent le retrouver, par exemple, à l'intérieur d'une maison de jeunes, de bien connecter avec les autres jeunes, avec les animateurs et les intervenants. Donc, il y a plein de façons d'aller satisfaire le besoin de connexion sociale au quotidien pour les jeunes. Puis aussi, le besoin de compétences, le besoin de se sentir bon dans ce qu'on fait. Et puis, c'est sûr que on vit dans une société parfois qui privilégie beaucoup la performance, puis d'être au top, d'être au maximum. Mais le besoin de compétences, en fait, c'est pas nécessairement relié à être toujours super performant, c'est de se sentir bon et adéquat dans ce qu'on fait, d'avoir une certaine reconnaissance dans notre entourage que les tâches qu'on a accomplies, on les a bien faites. Donc, on n'est pas obligé d'être le joueur étoile de notre équipe de volleyball. On peut être un joueur qui contribue et puis qui aide les autres en équipe à gagner la partie ou au moins à avoir du plaisir dans l'équipe. Je vais parler aussi maintenant de la théorie des buts d'apprentissage. Pour faire un lien avec ce que je disais tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui vivent des pressions de performance, soit à l'école ou des fois ça vient de la famille, même dans des activités parascolaires comme des sports où, en principe, c'est supposé être pour le plaisir. Il y en a qui se font vraiment dire qu'il faut qu'ils performent à leur maximum. C'est une pression qui peut être assez écrasante pour certains. Il y en a qui carburent vraiment ça, il y en a qui aiment la compétition, puis c'est ça qui les aide à toujours se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, puis qui apprécient. Mais il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Il y a même certains jeunes qui ont des limites, soit des limites physiques ou des limites des troubles d'apprentissage, par exemple, qui fait en sorte que, disons, en milieu scolaire, peut-être que pour eux, c'est pas réaliste de penser qu'ils vont être les meilleurs ou être capables de faire les cours de niveau plus avancé. Alors, si les adultes, soit les enseignants, les conseillers d'orientation, les parents, n'importe quels adultes qui aident le jeune dans son encadrement scolaire, plus ou moins directement, si ces personnes-là peuvent l'amener à avoir des buts, au lieu d'avoir des buts de performance, puis d'avoir les yeux vraiment rivés sur le résultat final, mais plutôt avoir des buts de maîtrise, où le jeune se donne des objectifs qui sont atteignables pour lui, puis des objectifs, en fait, qui vont le faire sentir satisfait par rapport à ce qu'il a appris, puis apprécier le processus de sentir qu'il s'améliore et qu'il est, justement, ça s'appelle but de maîtrise parce qu'il a la maîtrise de plus en plus sur l'activité qu'il fait. Ça peut aider à recadrer puis à enlever cette pression de performance. Je vais juste poser la question. Il y a une personne qui écrit qu'il y avait une problématique de son. S'il y en a d'autres, pouvez-vous nous envoyer un petit mot? On va continuer. Puis si je vois qu'il y a d'autres mots, on ira ajuster, on trouvera un ajustement pour le son. Excusez. Oui, il n'y a pas de problème. C'est un bon moment aussi, le commentaire. Parce que maintenant, on passe à la deuxième partie qui porte sur la recherche. En fait, cette partie-là, juste pour vous dire, je l'ai organisée un petit peu. J'ai pris des exemples de projets de recherche. C'est pas une synthèse de la littérature, mais c'est certains exemples. Il y en a qui sont basés sur la relation avec les parents. Il y en a qui parlent plus de la relation avec les enseignants ou dans les activités parascolaires. Donc, c'est comme ça qu'on l'organise, mais la plupart de ces études-là sont quand même assez généralisables à d'autres milieux. Donc, première étude ici qui a été réalisée par ma collègue ici en psychologie, Thérèse Coupard, ainsi que ses collaboratrices, portait en fait sur le type de soutien que les parents apportent à leurs jeunes. C'était fait sur des élèves de 5e année, puis ça, c'était vraiment relié au milieu scolaire. Donc, il y a certains parents qui ont tendance à donner un soutien vraiment inconditionnel à leur enfant, même si ce que leur enfant privilégie à l'école, les matières qu'ils préfèrent, ce dans quoi ils ont envie d'être bon, c'est pas nécessairement ce que les parents préfèrent, mais ils acceptent que leur jeune ait ses propres intérêts et ils acceptent aussi que leur jeune ne va pas réussir à 100% tout le temps. Donc, il peut y avoir des échecs qui mènent à certains apprentissages. Donc, si le jeune perçoit que ses parents le soutiennent de façon inconditionnelle, ça va le faire sentir
compétent, hein, répondre aux besoins de base de compétences. Puis ça va contribuer à rendre le jeune moins anxieux. Puis ça va même l'aider à avoir un meilleur rendement scolaire. Tandis que les parents qui communiquent un soutien, puis des fois c'est subtil, c'est pas nécessairement volontaire, mais si les parents communiquent un soutien plus de type conditionnel, donc ils vont soutenir, ils vont encourager ou ils vont avoir des commentaires positifs envers leur jeune, surtout quand le jeune performe bien dans ce qui est important pour les parents. Moi, je veux que mon jeune soit bon en sciences, puis quand il y a une bonne note en sciences, et que je suis contente, puis je fais des beaux sourires, puis quand il y a des échecs, ben là, hop, là, la relation se refroidit un peu. Dans ces situations-là, le jeune peut avoir l'impression d'être moins compétent. Même, il peut avoir l'impression d'être moins compétent qu'il est réellement. Ça le rend plus anxieux. Et ça peut avoir un impact négatif aussi sur son rendement scolaire. Alors, cette étude-là, maintenant, ce que ma collègue, Mme Fort me disait, c'est qu'ils sont en train de vérifier ce genre d'hypothèse-là aussi, au-delà des parents, mais aussi avec la relation entre l'enseignant et l'élève. Je pense qu'on peut sûrement imaginer qu'il y a des processus semblables dans d'autres secteurs où il peut y avoir de la compétition, comme par exemple des sports d'équipe, donc les entraîneurs qui travaillent avec les jeunes, le type de soutien qu'ils donnent à leurs jeunes, donc conditionnel ou inconditionnel. C'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Maintenant, je vous parle d'une étude qu'on est en train de réaliser à notre laboratoire. Ici, c'est des résultats préliminaires. C'est une étude longitudinale qui a été faite sur 3 années, secondaire 3, 4 et 5. Et ce qu'on a pu voir, c'est que de la 3e à la 4e année du secondaire, on voit une augmentation de la motivation scolaire chez les élèves qui rapportent percevoir des relations positives entre les élèves et les enseignants à leur école. Puis, le type d'item qu'il y avait dans notre questionnaire, c'est les enseignants démontrent du respect envers les élèves, les enseignants sont justes envers les élèves, les enseignants sont à notre écoute. Donc, on voit, je trouve qu'on peut faire un lien avec l'étude précédente. Aussi, je trouve que ça ressemble à un certain genre de soutien qui est plutôt inconditionnel. Les enseignants voient la valeur des élèves comme personnes au lieu de juste avoir des interactions basées sur leur rendement scolaire. Donc, on voit que de la 3e à la 4e année et de la 4e à la 5e année du secondaire, ce type de relation-là augmente la motivation des jeunes. On a vu que ce lien-là est encore plus puissant chez les filles et on parle ici de motivation scolaire qu'on dit intrinsèque. Donc, les jeunes qui vivent ces relations-là ont tendance à aimer l'école, à avoir envie d'être à l'école, à aimer faire des apprentissages. Donc, c'est une motivation qui est vraiment là, de haut niveau. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mentionné, l'étude précédente, je pense qu'on peut aussi généraliser au type de relation que les élèves ont, non seulement avec leurs enseignants, mais sûrement avec d'autres adultes significatifs qui les soutiennent dans d'autres activités, dans d'autres sphères de leur vie, incluant les activités parascolaires dont on va parler maintenant. Ce qui est intéressant avec les activités parascolaires, c'est que en général, c'est des activités que les jeunes choisissent parce qu'ils ont vraiment envie de faire ça. C'est pas comme les cours du cursus qui sont imposés à l'école. C'est des activités pour lesquelles, en général, les jeunes ont vraiment un intérêt intrinsèque. Donc, ils peuvent vraiment se lancer à fond, puis pas nécessairement avoir les yeux sur « OK, il faut que j'ai une bonne note, il faut que je performe », mais « OK, moi, j'ai envie de faire ça », puis donc de détourner des buts de performance, puis plus avoir des buts d'apprentissage à l'intérieur de ces activités-là, ce qui peut aider à donner un sens à leur quotidien à travers ces activités-là. Donc, cette étude-là qui a été faite sur des jeunes adolescents, puis des adolescents et des jeunes adultes, a mis en lumière 2 aspects de l'expérience en activité parascolaire qui aident à donner du sens. Et puis, c'était vraiment les activités parascolaires de tout type. Du sport, des clubs basés sur des intérêts, des activités d'aide humanitaire, des activités artistiques. Donc, tout type d'activité parascolaire peut aider à donner du sens. Mais la première chose qui contribue à ça, c'est quand le jeune réussit à avoir un engagement spirituel envers son activité. L'engagement spirituel, c'est quand le jeune a l'impression de connecter avec d'autres, donc vraiment trouver une communauté à l'intérieur de son activité. Puis de connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, quand à l'intérieur de l'activité, le jeune a l'impression qu'il fait son petit bout pour une œuvre collective qui peut bénéficier beaucoup de personnes ou qui peut bénéficier la société en général, c'est quelque chose qui l'aide à donner du sens.
L'autre aspect qui aide à donner du sens dans les activités parascolaires, c'est quand le jeune est capable de vivre de la générativité. Alors, la générativité, on peut la définir en gros comme avoir l'impression de donner au suivant, d'avoir une préoccupation pour le bien-être, une préoccupation en fait bienfaisante pour les générations futures. Et puis, ça, c'était quelque chose que, je dirais, auparavant, on avait l'impression que ça émergeait plus tard dans la vie, mi-trentaine, quarantaine, cinquantaine. On pense au futur parce qu'on se dirige peut-être vers la retraite, mais c'est quelque chose que même les adolescents puis les jeunes adultes veulent vivre. Ils veulent donner à la génération suivante. Si, par exemple, il y a des élèves qui font partie d'une équipe sportive à leur école, puis qui sont sur le point là, de quitter, d'aller au cégep, le fait d'avoir contribué à un bel esprit sportif, à une belle communauté d'entraide à l'intérieur de leur équipe, de savoir que cet esprit-là va être maintenu même après leur départ, ça leur donne une impression de générativité, ça les aide à trouver du sens dans ce qu'ils ont fait dans leur sport, au-delà de juste l'engagement là, au quotidien, mais d'aller plus loin que cet engagement-là. Maintenant, je vais vous présenter une étude qui est intéressante parce que je pense qu'elle démontre bien que chaque adulte significatif dans la vie d'un jeune peut aider à faire une différence dans la recherche de sens. C'est une étude qui a été faite sur des adolescents, jeunes adultes, en fait, là, qui étaient à la toute fin de leur parcours secondaire, mais dans des programmes plus techniques et puis professionnels. Donc, des jeunes qui sont à quelques mois d'intégrer le marché du travail. Et puis, on a regardé si le soutien à l'autonomie de la part de la mère, du père et de l'enseignant les aidait à se sentir plus autodéterminés dans différents contextes de leur vie. Et puis, on a confirmé que chacun de ces types d'adultes dans leur vie, oui, effectivement, contribuait à leur autodétermination, leur sentiment qu'ils ont le contrôle et qu'ils choisissent leur destinée. Puis que le sentiment d'autodétermination était associé à un meilleur rendement et à une meilleure compétence scolaire, à une plus grande compétence sociale dans les relations avec les amis. Et puis aussi, pour ce qui est de la recherche d'emploi, les jeunes étaient plus engagés, plus motivés à faire de la recherche, puis à explorer des possibilités d'emploi dans les mois qui suivent. Dernière recherche dont je vais parler, en fait, celle-là, c'est un peu spécial. C'est pas vraiment une étude, c'est plus des réflexions de la part de 3 chercheurs qui ont travaillé beaucoup avec des communautés marginalisées, puis à voir comment ces personnes-là peuvent trouver de la résilience malgré leurs expériences difficiles. Donc, ces chercheurs-là ont travaillé avec des personnes issues de minorités sexuelles ainsi que des communautés autochtones. Et puis, donc, souvent, c'est des personnes qui vivent la marginalisation dans la société plus large, puis qui peuvent vivre des traumas reliés à ça. Mais ces chercheurs-là suggèrent que si un jeune qui vit cette marginalisation-là trouve une collectivité, une communauté à qui il peut s'identifier, qui partagent cette identité-là, puis qui sont capables de s'impliquer dans une lutte collective pour changer l'image de leur communauté, donner une image plus positive, puis faire progresser les droits, par exemple, de leur communauté. Ça aide à donner du sens aux expériences de marginalisation puis de trauma qu'ils ont vécues auparavant. Donc, donner finalement un sens positif, constructif à des expériences passées qui étaient négatives puis qui auraient pu affecter leur santé mentale, mais grâce au fait de donner du sens à ce qui s'est passé puis à faire progresser une cause plus grande qu'eux-mêmes, ça peut amener à une meilleure santé mentale à long terme, selon ces chercheurs-là. Donc, c'est un modèle intéressant que devrait, moi, je trouve qu'on devrait faire l'étude pour la valider, mais je pense que c'est intéressant à garder en tête aussi. Alors maintenant, ça m'amène à parler des implications pratiques de ce qu'on vient de voir. Donc, vous savez, hein, vous qui travaillez avec les jeunes, qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, tous les jeunes sont différents, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Donc, il n'y a pas une recette miracle pour les aider à trouver du sens. C'est sûr qu'il existe des programmes intéressants pour soutenir la santé mentale. Certains sont très bien faits, sont très bien validés, mais il y aura toujours des jeunes pour qui, hop, ça ne fonctionne pas. Alors, comment on peut avoir des outils au quotidien pour s'adapter à la réalité des jeunes qui sont tous différents? Eh bien, je reviens ici, on retourne aux théories. Puis donc, je vais revenir ici sur la théorie de l'autodétermination avec les 3 besoins psychologiques de base.
Alors, première chose, pour ce qui est du besoin d'autonomie, quand on travaille avec des adolescents et avec des jeunes adultes, si on est capable de les intégrer dans notre plan d'intervention, si on peut les amener, de ne pas être juste un groupe d'adultes qui prend des décisions pour eux, puis qu'on amène le jeune à dire ce qu'il pense, puis à nous dire qu'est-ce que lui, il aimerait faire, puis quelles seraient ses priorités ou ses choix dans le plan d'intervention, ça peut aider à combler son besoin d'autonomie, puis à favoriser sa santé mentale puis sa recherche de sens. Ensuite, pour ce qui est de la connexion sociale, donc les jeunes qui sont en perte de sens, je pense que pour les adultes dans leur vie là, qui veulent les aider à retrouver du sens, on peut essayer de les guider vers une communauté d'appartenance positive. Il y a des jeunes pour qui ça va pas toujours bien avec la famille. Il y a des jeunes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas vraiment leur place à l'école parce qu'ils ne connectent pas avec les autres élèves ou qu'ils ne connectent pas bien avec leurs enseignants. Le besoin de connexion sociale est fondamental. Donc, si on ne trouve pas de connexion dans notre quotidien, on risque d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui vont aller vers des gangs de rue, des gangs plus délinquants, et pour combler ce besoin-là, mais avec des conséquences qui peuvent être négatives à long terme. Donc, si les adultes peuvent leur ouvrir la porte vers d'autres communautés, peut-être une maison de jeunes ou des activités parascolaires où le jeune peut trouver des personnes qui partagent leurs valeurs puis qui peuvent lui permettre de construire des liens, des relations significatives. Ça peut aider justement à combler ce besoin-là puis à favoriser sa santé mentale. Finalement, pour le besoin de compétences, c'est important pour les jeunes de trouver un endroit où ils peuvent se sentir bons dans leur vie. Puis, comme je l'ai dit au début, se sentir bon, c'est pas nécessairement se sentir performant. On peut, par exemple, proposer à un jeune qui est en perte de sens d'aider un organisme communautaire, une banque alimentaire, lui permettre de contribuer à une œuvre qui va aider les autres. Donc, on ne lui demande pas d'être performant, on lui demande juste d'accomplir certaines tâches qui peuvent vraiment faire un changement dans la vie des personnes. Donc, la personne peut sentir que je suis bon à quelque chose. Et donc, pouvoir combler ce besoin-là à l'extérieur des activités qui sont généralement imposées aux jeunes comme bien performer à l'école. Puis, dernière chose, si je peux conclure là-dessus, ce serait de valider la quête de sens, la recherche de sens du jeune. On est des adultes, on sait que la recherche de sens, c'est quelque chose que tout le monde vit un jour ou l'autre. On va même le vivre plusieurs fois dans notre vie. Puis les premières fois qu'on le vit, on peut trouver ça difficile. On peut avoir l'impression qu'on est la seule personne au monde qui a ces questionnements-là. Des fois, on a l'impression d'être la seule personne qui ne se sent pas à sa place dans son milieu de travail, dans son milieu, dans son programme d'études. C'est des grosses remises en question. Alors, si des adultes significatifs dans la vie des jeunes peuvent leur communiquer que non seulement c'est normal, mais que c'est sain de prendre le temps de chercher le sens, de chercher qu'est-ce que c'est les valeurs auxquelles je crois, puis c'est quoi les options dans ma vie que je peux prendre pour vivre selon mes valeurs, bien, ça vaut la peine de se poser ces questions-là parce que ça peut avoir un effet vraiment positif à long terme. Donc, que les adultes puissent dire aux jeunes qui sont présents pour eux, pour essayer de répondre à leurs questions, mais surtout pour les soutenir à travers ce processus-là qui peut être difficile dans certains cas. C'est quelque chose qui peut vraiment faire une grosse différence dans la vie des jeunes. Alors, je conclue là-dessus. Merci de votre attention.